femme découverte dans son congélateur, un pied qui dépasse d'une valise, des cas suspects ou criminels qu'il faut élucider, des affaires où chaque indice compte. La mission de notre invité, faire parler les morts. Bonsoir Michel Sapanet. Bonsoir. Vous êtes médecin légiste au CHU de Poitiers et vous venez de sortir ce livre qui nous donne des frissons en direct de la morgue. C'est chez Plomb. On se retrouve avec vous devant la table d'autopsie. Alors les cas sont très sérieux, mais vos pages sont bourrées d'humour noir. Vous côtoyez, docteur, la mort depuis plus de 30 ans. Alors l'humour, est-ce que c'est finalement votre carapace ? C'est une planche de salut, mais c'est un côté très personnel aussi. Tous les légistes ont peu d'humour. En quelques mots, médecin légiste, très concrètement, ça consiste en quoi ? Très concrètement, c'est le médecin des situations de violence, on va dire. C'est la médecine de la violence, la médecine légale. Donc il y a les morts, il y a les vivants. On oublie trop souvent les vivants parce que le format habituel, c'est l'autopsie. Voilà. On imagine évidemment un corps devant vous sur une table, Bien ou alors évidemment. des enquêtes aussi sur le terrain. Sur le terrain, oui, sur la scène de crime, puisqu'on va aller, avec l'enquêteur, faire les premières constatations. Lui s'occupe de l'environnement, nous, on s'occupe du corps. Et vous dites finalement des cas terribles, il y en a partout, même à Poitiers. Vous me disiez cela en me disant, on imagine peut-être que certaines villes sont exemptes de cas les plus terribles, c'est faux. Tout à fait. Une de mes premières découvertes en race campagne dans un petit village de 200 habitants, c'était règlement de compte pour des trafics de drogue. C'était au tout début de ma carrière. De votre carrière. Alors, l'image de votre métier, elle a quand même bien changé. Vous dites notamment que c'est grâce aux séries, l'effet expert ou Six Feet Under, ça a changé Fantastique, fantastique. Avant, il n'y avait pas de vocation pour la médecine légale. Vous aviez un interne de temps en temps qui vous sollicitait. À partir du moment où on a eu les séries télévisées, les experts en particulier, on a vu des jeunes s'intéresser à cette spécialité. Alors, en confondant un peu police scientifique et médecine légale, quand même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la police scientifique, c'est tous les indices, sauf ceux du corps, et le médecin légiste, c'est le corps. Donc strictement le corps. C'est ce qui fait que c'est un peu violent comme type d'activité quand même. Et ces jeunes-là sont venus vous voir ? Ils vous posaient quoi comme question ? Oui, ils viennent nous voir. On a même des élèves de 3e qui viennent pour « Bonjour, je voudrais faire mon stage de découverte avec vous en médecine légale ». Alors évidemment, ça pose quelques soucis. Vous disiez qu'au début de votre carrière, on vous regardait très différemment, un peu bizarrement, le syndrome un peu savant fou qui fait peur. Voilà, il faut être bizarre pour faire ça. Et puis je disais non, il faut être peut-être particulier, mais après on a un rôle important, c'est donner la vérité sur les causes de mort, sur ces circonstances surtout, et ensuite ramener cette vérité au procès d'assises pour les familles. Alors justement, dans votre livre, on découvre des dizaines de cas, certains glaçants, d'autres plus rocambolesques, comme cette femme que vous allez retrouver dans une valise. Racontez-nous. Oui, en fait ça commence par un appel à la police de la meurtrière qui dit « j'ai fait une bêtise ». Et donc les policiers arrivent, au début elle ne veut pas ouvrir, ensuite finalement ils forcent l'entrée, et puis l'appartement est absolument nickel, il n'y a pas une trace de sang, mais il y a une très forte odeur de javel. Dans un coin il y a une valise, et un pied dépasse de cette valise qu'elle n'a pas pu fermer complètement. Toute l'affaire part de là, et en fait c'était une connaissance récente. Elle invite cette connaissance à prendre un petit gâteau chez elle, et puis ça part en vrille au moment où son invité tape avec un couteau sur la table de façon répétée. Et là, elle éclate littéralement de violence, lui porte 8 coups, et ensuite va tout mettre en scène pour faire disparaître le corps. C'est-à-dire qu'elle avait prévu de partir, elle avait arrêté son loyer, enfin, elle était prête à partir, pris le billet de train, était allée chez la coiffeuse le jour du départ prévu, jusqu'au moment où, effectivement, il y a eu cette découverte. Et après, au procès d'assises, on s'est aperçu qu'en plus, elle avait drogué sa victime en lui faisant prendre des barbituriques. Alors, ces corps que vous retrouvez, sur lesquels vous devez enquêter, vous les examinez également. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un protocole, des gestes précis, des outils précis ? Alors, on a des outils de plus en plus développés. Et en fait, maintenant, en dehors de l'action du légiste lui-même, on utilise tous les examens complémentaires des vivants sur les morts. C'est-à-dire qu'on va faire des scanners injectés, des IRM, qui vont nous apporter une imagerie très conséquente, beaucoup d'images, qui peuvent, dans certains cas, être
parfaitement indispensable. J'ai le souvenir, dans un tir par balle, d'avoir donc un bel orifice d'entrée, bien visible, la balle en plein poumon, et quand j'ai pris le poumon pour le sortir, la balle est tombée. Donc incapable de faire la direction de tir. Mais grâce au scanner, on a récupéré l'angle de tir, ce qui permettait de dire quelle était la position de l'agresseur par rapport à la victime. Vous dites, avec tout ce dont nous disposons, et là on le voit, il est extrêmement difficile de tuer quelqu'un sans être pris. Oui. Le crime parfait N'existe quasiment pas. Alors, oubliez l'accident, oubliez la simulation d'un accident, parce que ça va rater, forcément. Oubliez faire croire que c'est un suicide par arme à feu, parce que ça va rater aussi. Ne cachez pas la strangulation par une pendaison, parce qu'on a les moyens de diagnostiquer tout ça. Vous êtes au contact, docteur, de la mort 24 heures sur 24 ou quasiment. Comment est-ce que vous faites pour supporter tout ça ? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier ? Est-ce qu'il y a des techniques personnelles que vous vous imposez ? Alors, il y a un risque psychosocial pour les médecins légistes. Donc, dans mon équipe, j'impose à tout le monde d'avoir ce qu'on appelle une activité partagée. C'est-à-dire que tout le monde fait de la médecine légale, mais pas plus de 3 jours par semaine. Et alors vous ? Et alors moi, déjà, j'écris. Oui. Il n'y a pas que ça, j'ai tout. Vous racontez que c'est important de se mettre à distance, puis, dans les moments d'examen des corps, par exemple. Il y a l'humour noir, qui permet de prendre de la distance. Et puis surtout, on est très dans une tâche, dans un acte. Donc à partir du moment où il y a l'acte, ça permet de distancier quand même. Vous parlez de supporter l'insupportable comme les odeurs, et que vous avez des techniques. Alors ce sont lesquelles ? L'odeur, je vais en choquer certains, mais tant pis. Le matin, vous arrivez dans le service, il y a une odeur épouvantable. Vous imaginez à quoi cela peut correspondre comme aliment agréable. Alors ça va être les poisses, le grand classique, c'est les poisses, le maroilles, le livaro, les fromages qui sont assez forts, oui, qui ont l'odeur du corps en décomposition à certains stades. Après, il y a des fois, ça va être un peu plus difficile. Quand on a des carbonisés, on va essayer d'imaginer le barbecue. Quand on a... Enfin voilà, bon, je ne veux pas faire la liste complète parce que... Mais ce sont des techniques effectivement pour supporter l'horreur finalement et ne pas craquer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de craquer ? Personnellement non, mais j'ai certains de mes collaborateurs, oui, et il y en a qu'on a dû extraire rapidement du service. Vous dites que vous ne partagez pas, vous essayez de couper et vous ne partagez pas votre métier avec la vie familiale. Est-ce que ça vous arrive d'être rattrapé à des moments donnés ? Alors voilà, rattrapé au moment où on ne s'y attend pas, c'est là où c'est dangereux. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'un excellent repas dans un restaurant gastronomique en vacances. Voilà, je prends mon assiette pour humer mon repas, c'était du stockfish. Le stockfish, c'est un poisson qu'on mettait en barrique et qui partait dans l'arrière-pays niçois en charrette, au 19e et 20e siècle. Et au moment où je fais ça, en fermant les yeux comme je fais d'habitude, j'ai l'image brutale du cadavre que j'avais autopsié 6 mois avant, qui avait passé 2 ans dans un puits après avoir été poussé dedans et qui avait dégagé une odeur absolument extraordinaire. On arrive à ne pas faire de cauchemars ? Non, on en fait de temps en temps. Ah, vous en faites ? Oui, bien sûr. Lesquels ? Alors, j'en ai 2 qui étaient répétitifs. Bon, c'est par période, il y a des fois, ils s'arrêtent. Le plus flagrant, la grande salle d'autopsie où tout le monde est en train de faire son autopsie, tout à coup, toutes les victimes se lèvent et nous disent, avec tout qui pendouille, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire ? Vous avez consulté ? Non. Du pain béni pour les psys. J'en ai dans mon équipe. Écoutez, merci Michel Sapanet pour la suite de tous ces cas absolument incroyables et c'est vrai aussi glaçants. En direct de la morgue, c'est votre quotidien, docteur, chronique d'un médecin légiste. Vous travaillez au CHU de Poitiers. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS. Bonne émission à vous.